Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue pour une vidéo que vous attendez forcément, puisqu'on va parler Mercato. Bienvenue sur Enjeu 212. Salam alaikum Hakim, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui effectivement pour parler de quelques rumeurs, quelques infos, dont certaines qu'on a eues en exclusivité, pour ceux qui nous suivent notamment sur X. On va commencer directement par justement les infos pour pas faire traîner en longueur la vidéo parce qu'il y a beaucoup de transferts. On va commencer par le petit Taha Mejni qui a effectué un essai à Crystal Palace contre toute attente. J'ai presque envie de te dire, Hakim, peut-être que le mercato des Marocains sera sauvé par les plus jeunes cette année. Enfin, C'est cet ça. été en tout cas. Mais Taha est un grand talent qui a remporté la Coupe du Monde U20. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou auraient oublié qui il est, il joue avec l'Union sportive de Touarega qui a beaucoup de contacts. Et d'ailleurs, beaucoup se sont demandé comment est-ce que Crystal Palace a pu penser à lui. Bah, c'est simple. Il y a le tournoi de l'Académie Mohamed VI de football qui permet justement de nouer des liens avec plusieurs clubs, dont Crystal Palace qui avait participé en 2025. Voilà, entre guillemets, le lien est tout fait. Mais il a passé des tests et ils sont concluants. Chouarga en demande pour le moment pas. Enfin, paraît-il que, parce que ça, c'est pas par forcément mon info à moi, mais c'est un contact qui s'appelle Waze qui en a parlé, que Crystal Palace ne devrait pas payer plus de 500 000 euros pour ce transfert. Sachant que Taha Mejni est l'un des grands espoirs du football marocain. Est-ce que c'est peu? Est-ce que non? On ne sait pas. Mais j'ai envie de te dire, il faut que le club y trouve aussi son compte parce que justement sur cette vidéo, je vais aussi revenir sur Hussam Seddar parce que j'ai d'autres informations, notamment sur son transfert raté à Lausanne, pour remettre les choses dans leur contexte. Mais qu'est-ce que ça t'inspire, toi déjà, le fait qu'un club de première ligue s'intéresse à un si jeune joueur? Ah, déjà, c'est de bon augure parce que ça permet de mettre en valeur l'école marocaine. On sait que l'Union Touarega, bon, même si elle est un peu particulière en termes de négociation, mais en tout cas, elle forme plutôt bien. Elle a des joueurs intéressants, un potentiel de vente finalement qui est plutôt intéressant. Et des jeunes comme ça qui peuvent s'expatrier, notamment en première ligue, parce que on sait tous que la première ligue, c'est assez compliqué, notamment pour les joueurs extra-communautaires. Il faut qu'il y ait un minimum de matchs en équipe nationale, soit de jeunes, soit de seniors. Enfin, il y a des critères qui sont assez poussés. Et donc, sachant cela, on se dit que l'Angleterre s'intéresse à de tels joueurs. Moi, je trouve ça plutôt de bon augure. Ça montre que même si on critique, parce qu'on est les premiers à critiquer la Botola et les joueurs de la Botola par rapport à certains critères, c'est-à-dire le fait qu'ils ne soient pas tous sérieux, le fait qu'ils ne soient pas tous peut-être professionnels jusqu'au bout des ongles, bah, on peut se dire qu'il y a aussi le revers, c'est-à-dire des joueurs très jeunes qui, eux, poussent le bouchon au maximum et semblent se diriger vers une carrière prometteuse et il en fait largement partie. Donc, moi, je me dis, c'est de bon augure. Il faut, après, que, comme tu l'as dit, Touarga soit gagnante malgré tout. Hein. Il ne faut pas que le joueur soit l'unique personne à avoir en ligne de mire et en considération. Mais l'un dans l'autre, si Touarga y trouve son compte, ce serait une excellente chose pour le Maroc et pour l'avenir du joueur. Exactement, oui, parce qu'il faut le rappeler, la formation, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent à un club, surtout au Maroc, surtout au Maroc où le budget est limité. C'est ça. Voilà. Et après, l'Union Touarega, c'est un peu l'antichambre entre guillemets de l'Académie Mohamed VI de football, mais voilà, il faut que tout ça soit quand même rentabilisé. Mais on verra de toutes les manières comment tout ceci va se décanter. Justement, ça va me permettre de rebondir sur un autre joueur de Touarega, il y en aura trois au total aujourd'hui, sur Hussam Sdar, qui effectivement, il y a des contacts avec le FC Nantes, c'est Ouais. confirmé. Cette fois-ci, on peut vous le dire clairement, c'est confirmé. Sauf que ça bloque. Ça bloque sur le pourcentage à la revente, parce que Touarega en voulait un certain montant au départ, qui paraît-il est de 600 000 euros. Maintenant, il serait redescendu à 400 000 euros, mais avec un pourcentage à la revente qui atteindrait les 25%. Chose que Nantes n'est pas prêt à accepter. Et Nantes a demandé justement à Touarega de revoir ses ambitions entre guillemets financières à la baisse. J'ai envie de te dire, déjà, Touarega a baissé de 200 000.
Ensuite, 25%, effectivement, ça peut paraître énorme. Peut-être que 15% serait plus logique, mais après, on n'est pas dans les bureaux de Touarega, on ne sait pas combien a coûté la formation de Hussam Sdar, etc. Mais voilà, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le transfert raté à Lausanne, parce que beaucoup ont blâmé Touarega. Le problème, c'est que c'est Lausanne qui n'a pas tenu un engagement dans les dernières minutes. Et donc, il a fallu aller vers d'autres offres plus intéressantes. Voilà la vérité sur ce sujet. C'est pas Touarega qui a bloqué, c'est Lausanne qui a voulu changer un terme à la fin. Donc, c'est plutôt eux les fautifs dans l'histoire, Hakim. Mais voilà, j'ai envie de te dire, ça va être compliqué pour que ça se fasse. Parce que Nantes a un budget quand même limité maintenant en Ligue 2. Ils doivent faire attention à leur masse salariale, leur budget, etc. Et j'ai presque envie de te dire, moi, c'est presque un mal pour un bien parce que jouer avec Antoine Camboiré, c'est jamais simple. Ça, je suis d'accord. C'est- Parce que j'en ai parlé avec quelqu'un hier, justement, qui est proche du milieu du football, qui m'explique que, bon, on va rentrer dans certains détails, hein, on est transparent. Si Houssam Star veut faire le ramadan, ça va être compliqué. Bon, c'est pas le football, mais Oui, mais ça fait partie ça ça en fait fait partie. partie. Il a fait souffrir plusieurs joueurs qui voulaient faire le ramadan. Et ensuite, c'est un entraîneur qui veut que tu cours. Si tu cours pas, tu joues pas. C'est sa philosophie, hein. C'est tu cours pas, tu ne vas pas jouer. Bien. Chacun a sa vision du football. Mais est-ce que Hussam Sdar correspond à cette vision du football qu'aura Antoine Camboire? C'est autre chose. Maintenant, il faut déjà s'entendre sur le montant du transfert et sur les différentes clauses. Mais pour le moment, le deal est bloqué, en attendant une réponse de Touarega. Alors j'ai envie de te dire, oui, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas forcément le club, en tout cas opportun au moment où on parle, parce que déjà ils sont redescendus en Ligue 2, Antoine Kombouaré qui va normalement reprendre les rênes, parce que c'est pas encore officiel, est compliqué, on va dire, dans la gestion humaine. On l'a vu hein, avec d'autres joueurs qui sont passés par là où ça a été compliqué. Mais j'ai envie de te dire qu'aussi Nantes ne fait pas forcément tous les efforts aussi, puisque ils ont quand même vendu Ablin à plus de 25 millions à l'AS Monaco. Donc on va dire que bon an mal an, ils ont quand même des deniers pour pouvoir essayer de faire un mercato plutôt intéressant. 400 000 euros plus 20, allez, une vingtaine de pourcents à la revente, ça me semble pas être quelque chose d'irrationnel de la part de Touarega, sachant que tu baisses énormément déjà le prix d'achat. Alors si derrière le FC Nantes fait forcément une plus-value, puisqu'il y aura obligatoirement plus-value, et c'est en ce sens qu'ils sont en train de calculer, c'est qu'ils savent qu'il y aura obligatoirement plus-value, et si on le vend ne serait-ce que 5 millions, tu sais qu'il y a 20% à donner, et dans ce cas-là, tu donnes plus d'un million d'euros à Touarega, et c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils sont en train de calculer, en se disant, est-ce qu'il vaut mieux pas, limite, pousser peut-être un peu plus le transfert en termes de prix d'achat et faire baisser drastiquement le pourcentage. Donc je pense que c'est comme ça que Kita essaye de négocier les choses, le connaissant et connaissant un petit peu sa façon de négocier. C'est quand même quelqu'un qui négocie très très sévèrement. Donc je suis pas certain que Touarega, on va dire, obtienne ce que eux mettent sur la table en disant on veut ça et on l'aura. Même si Touarega est quand même un club qui négocie très bien aussi, ça il faut leur rendre hommage par rapport à ça. Voilà, l'un dans l'autre, je me dis, est-ce qu'il mérite pas mieux quand même notre jeune ami Seddark parce que Nantes, en l'état actuel des choses, c'est peut-être pas l'idéal. Exactement. Après, bon, Touarega, quand même, ce qui est bien cette année, c'est qu'on voit qu'ils sont capables de parler à des clubs européens déjà et de pouvoir peut-être les faire sortir. Bon, on verra à la fin. Il y en a un qui va se faire à 99%, justement, j'y viens, si effectivement il n'y a pas un énième retournement de situation. Et d'ailleurs, on va vous expliquer clairement pourquoi il y a eu des retournements de situation à plusieurs reprises pour ce joueur. Il s'agit de Tchofer Bentayeb, qui a effectivement eu ses papiers administratifs, qui a l'aval maintenant de Touarega pour aller en Belgique et passer les tests médicaux avant de s'engager avec Anderlecht. Bon, le montant avoisinerait les 450 000 avec les bonus compris. Bon, il y a différentes. Sacha Tavolieri parle de 400 000. Nous, on nous dit 450 000 avec tout ce qui est compris en termes de clauses, etc. Pourquoi ça a capoté plusieurs fois? C'est une histoire vraiment d'entourage. On se le dit clairement, c'est une question d'entourage. Il y a eu des changements au niveau de l'entourage du joueur, etc., qui a fait que des fois ça a capoté, des fois aussi à cause des clubs en face qui n'ont pas respecté leurs engagements, des directeurs sportifs qui n'étaient pas forcément, enfin un directeur sportif qui n'était pas forcément convaincu
par le fait que Ben Taïeb puisse jouer seul en pointe, qui devait être absolument accompagné et que ça rentrait pas dans la philosophie du club en question, sans le nommer. Donc voilà, c'est pour ça que ça a tardé, mais ça devrait se faire. Maintenant, tout est, j'ai envie de te dire, tous les feux sont ouverts. Il manque plus que la visite médicale et que, bien évidemment, comme pour Asdar, que Anderlecht respecte effectivement tous les accords qui ont été mis en place dès le départ avec Tuarga, mais je n'aurais pas beaucoup de doutes là-dessus. Je pense que c'est une bonne destination. C'est même mieux que 3. Je sais que certains vont dire non, c'est le championnat belge. Sauf que 3 va jouer pour le maintien. Anderlecht va jouer pour l'Europe. Donc, et même pour être champion. Donc, c'est un club qui peut être un bon club tremplin pour lui, encore une fois, Hakim. Ouais, je suis d'accord avec toi, même si c'est vrai que 3 aurait pu être intéressant dans la continuité, mais il faut regarder dans la globalité. Et le championnat belge, forcément, est un peu moins fort. On est objectif là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça peut lui permettre justement de continuer sa progression, de pas griller les étapes. Et on ne cherche pas à avoir un Cristiano Ronaldo ou je sais pas qui, hein. Laissons-lui le temps de s'adapter, de découvrir aussi le très très haut niveau. Parce que, quoi qu'on en dise, passer de la Botola à la Ligue 2, euh, c'est un step, c'est un petit pas, mais ce n'est pas non plus un cap infranchissable. Mais passer de la Ligue 1, de la Ligue 2 à la Ligue 1, ça peut être compliqué, ou d'un autre championnat comme par exemple Olympiakos et tu joues les Coupes d'Europe, ça peut être aussi compliqué. Là, tu vas en Belgique, un championnat peut-être plus modeste, mais qui déjà réussit bien aux Marocains, il faut l'avouer. Et en plus de ça, ça lui permettra, lui, d'être quasiment sûr d'avoir du temps de jeu, de pouvoir continuer sa progression, de rester en Europe, parce que justement, il a comme objectif de retrouver l'équipe nationale, Inch'Allah, enfin de parvenir à l'équipe nationale, Inch'Allah. Donc, tout ça est plutôt intelligent malgré tout, même si c'est vrai que ça a été semé d'embûches, qu'il y a eu, comme vous l'a dit Youssef, plusieurs problématiques qui sont parfois indépendantes de sa volonté. Mais au final, quand on voit que l'Union Touarega a été beaucoup critiquée sur la gestion des transferts, on se dit que bah, finalement, c'est pas forcément elle qui a critiqué, ou en tout cas qui est la plus critiquable, puisque elle défend ses intérêts, elle ne renie pas le potentiel de ses joueurs qui peuvent partir, et au final, c'est plutôt, soit comme tu l'as dit, l'entourage, ou parfois les clubs même avec qui ils discutent, qui ne respectent pas leurs engagements. Et c'est là où il faut mettre aussi en perspective le travail de l'Union Touarega par rapport au mercato. Exactement. Mais on verra comment ça va se décanter pour ces 3 joueurs qui appartiennent à Tuarga. Je sais que beaucoup sont inquiets sur le fait que Tuarga est difficile en négociation, mais ils défendent leurs intérêts. Ils ont un budget à respecter, ils ont des rentrées d'argent à avoir. Et il faut qu'il y ait du respect de la part des clubs européens aussi à ce niveau-là. Donc Exactement. maintenant, bon, on va parler d'un autre joueur qui, lui, normalement, aurait dû être transféré aux Glasgow Rangers. Je parle de Driouche. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Paraît-il que le joueur n'est pas prêt à débuter la saison, qu'il a besoin de plusieurs semaines. Donc il a d'autres offres qui sont tombées sur la table, et ça, on vous le dit en exclusivité. On a le Celta Vigo, donc ça serait une bonne chose d'aller jouer en Liga. Et après, on a une ça, c'est quand je l'ai reçu, je me suis dit: «C'est bizarre», mais bon, on a Columbus Crew. Non, ce n'est pas un groupe de hip-hop, c'est un club qui joue en MLS, qui, serait intéressé par le joueur. Bon, lui qui se vendait entre guillemets comme un crack, c'est pas une critique, hein. Lui qui se vendait comme un crack, je trouve que peut-être qu'il a pas les meilleurs agents pour l'accompagner. Les Glasgow Rangers auraient été un bon transfert, finalement ça s'est pas fait, et d'ailleurs le PSV ne voudrait juste le vendre. Ils ne cherchent même pas à avoir de prêt. Mais si bien évidemment ils ont pas le choix, ils le prêteront. Mais là, ils veulent vraiment passer à une vente, finale. Mais qu'est-ce que ça t'inspire toi, Hakim? Bah, comme tu dis déjà d'une, le joueur peut-être c'est un peu survendu par rapport au fait qu'il mérite l'équipe nationale, il mérite plus de considération. Alors, je trouve pas qu'il démériterait d'être en équipe nationale, hein, vu ce qu'il apporte. Maintenant, il est quand même que remplaçant, donc c'est assez compliqué. Maintenant, la proposition alors déjà, je trouve que les Glasgow Rangers ont fait preuve un petit peu de, ouais, c'est pas forcément très élégant de leur part, parce qu'au final, tu vois il a repris avec le PSV sans problème. Donc je pense que ils ont voulu essayer de renégocier un peu à l'image de ce qu'a fait la Real Sociedad, un peu à l'image de ce qu'avait fait le Real Madrid avec OSN l'année dernière. Il y a des choses comme ça qui sont, et je rejoins totalement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il faut considérer, reconsidérer aussi les joueurs marocains comme étant
autre chose que simplement des faire-valoir. Maintenant, le Celta Vigo, ça me semble être une équipe très très intéressante pour lui. C'est une équipe joueuse dans un championnat très joueur. Lui qui aime justement ce côté un peu technique, un peu, on va dire, de football total, eh ben peut être un peu, ça peut être intéressant pour lui. Donc je me dis que vu le peu d'offres qu'il a, il faudrait qu'il fasse des efforts lui aussi, peut-être sur certains points pour essayer d'atterrir dans un club où il aura du temps de jeu. Exactement. Et se mettre en valeur enfin parce que je pense qu'il a quelque chose. Il a vraiment quelque chose ce joueur, mais il a besoin d'aller dans un club où il va pouvoir justement évoluer à un certain niveau et surtout mettre en avant son talent. Mais on espère déjà que sa blessure ne soit pas trop grave et qu'elle va pas handicaper justement un futur départ. On va passer sur un autre joueur, ça c'est selon les informations de plusieurs médias. Donc on va reparler d'un cas, on l'a envoyé à Madrid, on l'a envoyé à Barcelone, on l'a renvoyé à l'Ajax, d'ailleurs maintenant c'est encore l'Ajax, mais il y a maintenant Asdin qui serait justement dans les petits papiers d'Ipswich Town, donc en Premier League, mais également d'un club saoudien. Bon, ça c'est pas la bonne nouvelle, mais l'Ajax également est, comment dire, assez insistante sur le dossier, souhaite vraiment le recruter. Bon, moi, je le dis, ça aurait été bien de rester en Liga, mais visiblement, il y a un problème aussi à ce niveau-là avec son entourage qui arrive peut-être pas à trop lui trouver de club en Liga, mais aussi Girona qui demande quand même un montant un peu élevé pour un club qui est tombé en deuxième division. Bon, j'espère que le gentleman agreement sera mis en place pour lui permettre de sortir rapidement, mais pas aux montants qui sont évoqués. Je sais pas ce que tu en penses, Hakim. Oui, non, moi je suis d'accord avec toi. Jouer en deuxième division, c'est perdre un peu de temps pour lui, sachant qu'il a quand même un âge où maintenant il devrait exploser plutôt que qu'être dans une saison de confirmation ou autre chose. Maintenant, l'Arabie Saoudite, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale parce que forcément, on sait que même si ça reste un championnat qui est un peu plus intéressant qu'il y a 10 ans, tu ne progresses plus là-bas. Tu ne progresses plus, tu es dans une pente légèrement descendante et donc ça serait trop compliqué. Quitte à choisir, autant sincèrement aller à l'Ajax parce que tu sais que c'est un club qui va jouer les premiers rôles, qui va jouer l'Europe, qui va jouer on va dire des compétitions de manière plus poussée. Ipswich Town, c'est vrai que tu joues la première ligue et tous les week-ends, tu as des matchs à haute intensité, mais tu restes dans une équipe qui va viser le maintien, peut-être un peu plus si les planètes s'alignent, mais ça risque d'être très très compliqué et je suis pas certain que physiquement ce soit un championnat qui soit adapté pour lui parce qu'on sait que la première ligue elle est très très exigeante en termes de physique et je parle même en termes d'intensité physique et on sait qu'il est frêle, notre ami Unai, donc c'est vrai que la Liga pardon était totalement faite pour lui. Maintenant, quitte à choisir, autant aller malgré tout à l'Ajax d'Amsterdam si le choix était aussi restreint que ce qu'il a actuellement. Bon, on verra comment ça va se décanter pour lui. C'est un peu les gros transferts qui sont suivis. C'est comme pour Boadjin, nous on le traite pas parce que tout le monde traite cette information. On attend toujours Manchester City, mais nous on va parler d'un autre cas, d'un joueur qui est parti en Arabie Saoudite contre toute attente et qui finalement ne se sent pas si bien finalement là-bas et qui aimerait rompre son contrat à l'amiable pour revenir, enfin pour chercher une porte de sortie, peut-être revenir en Europe. Et je parle de Sofiane El Karouani qui n'arrive pas à s'intégrer dans son club, qui a du mal, qui Ouais. mentalement ne se sentirait pas très bien et chercherait déjà une porte de sortie, donc une rupture de contrat à l'amiable. Donc le choix était mauvais dès le départ, ça on l'avait dit, mais ça se confirme maintenant. Bah écoute, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, hein, notre ami El Karouani qui a fait un choix un peu bizarre, comme on l'a dit, hein, sachant qu'il était en fin de contrat, qu'il avait vraiment de quoi négocier un point de chute plutôt intéressant pour lui. Au final, il choisit l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite a de cette particulier que tous les joueurs extra-communautaires ne peuvent pas jouer tous les matchs. En tout cas, il y a une certaine quantité de joueurs qui peuvent le faire, que ce soit en Coupe d'Asie ou en championnat. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre cette façon dont ça a été mené. Mais encore une fois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur d'autres joueurs, où bah, on va dire tous ceux qui se greffent autour du joueur, que ce soit les conseillers, les agents ou autres, ne font pas forcément leur travail, ou en tout cas mal, parce que tu dois te renseigner avant sur ce qui est possible de faire ou pas, comment sera le temps de jeu, toutes les données qui vont faire que tu vas signer là-bas. Alors quand tu es en fin de carrière, que tu n'es pas très jeune, que tu vas chercher de l'argent pour pouvoir finir ta carrière tranquillement,
pourquoi pas. Mais quand tu es jeune, que tu as des prétentions, en tout cas en termes de temps de jeu et en termes d'équipe nationale, puisque lui-même le dit qu'il a le niveau pour être titulaire en équipe nationale, bah, tu fais des choix de carrière un peu plus intelligents. Malheureusement, ça s'est pas fait. Aujourd'hui, il cherche une porte de sortie. C'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que, comme tu dis, il s'est pas adapté. On arrive en fin de mercato quasiment. Il vient juste de signer là-bas. Est-ce qu'un club va se positionner? Ça va être assez compliqué. À part s'il arrive à résilier, je vois pas comment il pourra revenir en Europe. Exactement. Bah, en tout cas, on a fait le tour de ces grosses actualités. Je vais vous en donner quelques-unes. On va pas les débriefer entre nous, mais juste vous les donner. Mounir Haddadi, qui est, bah, si vous vous rappelez de Mounir Haddadi, qui est ciblé par Albacete. On a ensuite Walid Chedira, qui est, lui, ciblé par Frosinone, Lecce et Monza. On a aussi Younes Belhanda, qui a renouvelé son contrat avec son club. On a Yanis Begraoui, et ça c'était une information de Santiauna, qui justement est ciblé par la Lazio de Rome. Mais nous, on nous apprend aussi que Almeria serait intéressé, sauf que les demandes justement de son club sont quelque peu élevées sur le plan financier. Et on a enfin Sofiane Mrabat avec l'Olympiakos qui fait le forcing pour tenter de le récupérer. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hakim, merci d'avoir été là. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, de laisser un commentaire, de booster la vidéo si elle vous plaît. Ce sont des petits gestes simples, gratuits et rapides, mais qui aident énormément la chaîne. Quant à Hakim et moi, on vous dit à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres, parce que c'est le plus important dans la vie. Slama. Slama.